Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs, madame les rapporteurs, mes chers collègues, au-delà du seul exercice comptable et budgétaire, la mission dont nous discutons aujourd'hui, mais c'est aussi valable plus largement pour le PLF, doit nous amener à réfléchir au modèle de société que nous souhaitons soutenir pour les générations futures et pour notre pays. Cette discussion intervient dans un contexte que nous savons perturbé au lendemain d'une crise sanitaire. Nos concitoyens doivent désormais faire face à des difficultés liées à l'inflation, à la crise énergétique et aux nombreuses incertitudes qui en découlent. À ces crises vient s'ajouter celle du logement. Nous le savons, nous devons relever de nombreux défis, rendre plus sobres nos logements pour atteindre la neutralité carbone, continuer de construire pour soulager les zones tendues et faire face à la demande en tout territoire, et favoriser le parcours résidentiel, source d'épanouissement familial et personnel de nos concitoyens. C'est pourquoi nous entendons rappeler aujourd'hui au sein de cet hémicycle que le logement, monsieur le ministre, est bien de première nécessité et non pas une variable d'ajustement des politiques publiques de l'État. À ce titre, nous soutenons les mesures prises dans le secteur de l'hébergement des personnes vulnérables. Nous saluons la revalorisation des métiers du secteur accueil, hébergement, insertion, qui représentera 148 millions d'euros de plus en 2023, ainsi que les nouveaux développements en matière de logement d'abord, destinés aux plus fragiles, à hauteur de plus de 44 millions d'euros. Notre pays doit rester fidèle au principe d'accueil inconditionnel. Le gouvernement a d'ailleurs accepté d'amender le budget initial de 40 millions donc pour maintenir les 195 000 places d'hébergement, renonçant à en baisser ainsi le nombre. Ce qui veut quand même dire, monsieur le ministre, que tout en assurant effectivement ce principe inconditionnel, il faut que l'État mette les moyens et crée les conditions pour qu'il ne soit pas dévoyé et qu'il soit maîtrisé. Ce volume de places qui a augmenté pendant la crise Covid doit être maintenu. Il constitue donc désormais un plateau qu'on ne peut restreindre. Nous resterons vigilants sur ce point. Sur le plan budgétaire, des efforts importants sont également réalisés pour la rénovation énergétique des bâtiments et du logement. En effet, l'ANA voit son budget s'accroître de 900 millions d'euros via le programme 174 et 219 millions grâce à l'affectation de recettes de quotas carbone. Dans un contexte où la France se fait rappeler à l'ordre pour son retard en matière de rénovation énergétique des logements, l'ANA doit renforcer son intervention. Rappelons qu'entre 2019 et 2021, toutes aides confondues, les décaissements du réseau ont été multipliés par 3, le nombre de logements aidés par 5. Concernant MaPrimeRénov', le compte n'y est pas totalement, malgré les moyens conséquents. Elle a été attribuée à 644 000 logements en 2021 pour un montant moyen de 3 200 €. MaPrimeRénov' Sérénité a permis, même cette année, la rénovation de plus de 41 000 logements, dont plus de 23 000 ont bénéficié d'une bonification pour sortie de passoire thermique. MaPrimeRénov' CoPro fait son chemin avec, en 2021, 12 000 logements concernés. Nous saluons les enveloppes déléguées à l'ANA. Attendez, j'ai sauté une page. Concernant, pour terminer, l'enveloppe ANA. Il y a un dernier point sur lequel je voulais peut-être porter votre attention, c'est que si effectivement, côté MaPrimeRénov', on voit bien que les efforts sont conséquents, il manque malgré tout, dans ce dispositif, une réflexion véritable pour avoir les mêmes ambitions de massification. Il s'agit du crédit d'impôt qui n'est plus là pour les classes moyennes qui sont aujourd'hui en difficulté par rapport à un effort significatif d'accompagnement de la massification de la rénovation des logements. Et vous dire aussi que sur les enveloppes déléguées aux préfets de région, il y a des régions où ces enveloppes sont insuffisantes puisque dans la mienne, il manque 40 millions et nous sommes obligés de rattraper année après année des retards d'instruction de dossiers. Il nous faut intensifier aussi donc ces politiques de sobriété énergétique. Les objectifs à atteindre sont aussi confrontés à de nombreuses injonctions contradictoires qui sont posées aux acteurs du logement. De l'interdiction progressive de louer des passoires thermiques votée dans la loi climat au zéro artificialisation nette, et j'associe à ces réflexions bien sûr mon collègue Jean-Baptiste Blanc en tant que rapporteur, et sa déclinaison dans nos territoires, la transition énergétique dans notre pays devient trop souvent synonyme d'une vision décliniste du logement. À la lecture de ce budget, il nous faudrait construire moins pour loger plus, comme le rappelle notre rapporteur Dominique Estrosi. L'équation est manifestement insolvable. Le secteur de la construction de logements neufs est en grande souffrance. Or, on ne peut prétendre vouloir protéger les générations futures si on ne leur laisse pas de place pour se construire leur foyer.
Il ne s'agit pas là de faire le procès de la transition écologique, bien au contraire, elle est indispensable et elle dérisquera nos ménages dans la maîtrise de leurs charges et continuerait bien sûr à défendre la nécessité d'agir en ce sujet. Mais il y a aussi l'objectif poursuivi et sa mise en œuvre, et il y a évidemment la nécessité de marcher sur deux jambes, la jambe de la rénovation, la jambe de la construction. La mission de contrôle que j'ai l'honneur de présider sur le sujet du zéro artificialisation nette avec notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc sera force de proposition aussi sur les ambitions nécessaires à corriger pour faire en sorte que le ZAN et l'acte de construire restent évidemment convergents. Nous le voyons, ce conflit entre des objectifs de politique publique majeurs est aujourd'hui manifeste et les choix politiques opérés, là où ils auraient dû et pu s'inscrire dans une logique de développement durable, semblent avoir omis l'aspect économique et social au profit du seul aspect environnemental, là où ils doivent raisonner ensemble. Au travers de l'examen, on constate cette année une augmentation du financement des APL à hauteur de 292 millions d'euros. Il s'agit ici de la traduction des décisions votées cet été dans le projet de loi pouvoir d'achat qui prévoit d'accroître de 3,5% les paramètres de calcul des APL en raison de l'inflation. Nous pourrions nous en féliciter s'il ne s'agissait là que d'une mesure de réaction qui nous rappelle avant tout le contexte dans lequel il s'inscrit, une crise du logement. Cette dernière n'épargne pas le monde du logement social aux difficultés déjà malheureusement bien connues. Les bailleurs sociaux fragilisés depuis 2018 par la RLS voient leurs difficultés se renforcer normalement en ce qui concerne le manque d'autofinancement. Ils ne disposent plus des mêmes moyens pour financer les nouveaux programmes de construction, la rénovation thermique des logements et donc dérisquer leurs locataires, multiplient les alertes sur la hausse des coûts de production, des taux d'intérêt et l'impératif toujours plus prégnant de rénovation et de construction. Nous devons être davantage attentifs face à ces signaux et même offensifs, monsieur le ministre. L'État doit être offensif, l'État doit reprendre toute sa place et financer les politiques du logement plutôt que d'aller chercher les moyens chez les acteurs qui sont des partenaires mais qui ne doivent pas être des financeurs. Dans un contexte particulier où, comme je viens de le dire, le secteur du logement manque de visibilité, il convient de souligner en plus la pression exercée par le gouvernement sur Action Logement. Mes collègues l'ont tous déjà rappelé, mais ce point, il est particulièrement important. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, monsieur le ministre, vous le savez pertinemment. D'abord, il y a 2,2 millions de foyers qui sont en attente de logements sociaux aujourd'hui. Donc, quand on nous explique qu'il ne faut plus construire, qu'on est en train de décliner sur les demandes, on peut décliner un moment avant d'avoir 2,2 millions de solutions pour les 2,2 millions de familles qui attendent toujours d'avoir un logement. Alors, on peut rénover, on peut dire qu'il y a des logements vacants, mais où sont-ils vacants? À l'endroit où on en a besoin? Je ne suis pas sûre. Et les décohabitations? Il y a des territoires dans lesquels ce ne sera pas possible. Alors, mes chers collègues, Action Logement a besoin, comme nous l'avons fait dans le cadre de l'amendement qui est passé à l'article 16, Action Logement a besoin, bien évidemment, d'être soutenu pour être au rendez-vous de la décarbonation. Merci. Et enfin, monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire qu'il faut, sans attendre le PLF de l'année prochaine, envisager un vrai plan de décarbonation, un vrai engagement de l'État comme acteur et financeur d'une politique de logement à la hauteur des besoins de ce pays et des 30% que représente le monde du logement dans cette politique de décarbonation.